bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce jeudi 2 mai, une page consacrée à Prangin et à sa sortie ou non du conseil régional et la votation du 19 mai. En plateau, deux invités, Pierre-Alain Couvreux, conseiller communal à Nyon et architecte, mais aussi Guillaume Etier, avocat, avec qui l'on discutera de l'opposition concernant le projet de reconstruction du Beau Rivage. Le comité référendaire Prangin reste et le comité 62 ont croisé le fer durant un débat aux Morettes lundi soir. Un débat organisé conjointement par La Côte et Nyon Région Télévision. Retour sur les arguments des opposants et des partisans à la sortie ou non de Prangin du conseil régional. Un sujet signé Florian Cavalieri. On est arrivé au terme du débat. Comment, de votre point de vue, ce débat s'est-il déroulé ? C'était assez positif. Une bonne écoute, je crois, de l'argumentation des deux côtés, pas mal de respect, ça c'est important. Le doute que j'ai personnellement, c'est est-ce qu'on a réussi à amener d'informations à la population, parce que le débat, on part tout de suite sur des questions techniques. J'ai trouvé que une bonne partie de l'argumentaire des uns et des autres a été mentionné, changé, ça a été dans une ambiance, j'ai trouvé calme, respectueuse. Quelques attaques ici et là, mais globalement, j'ai été favorablement surpris. L'auditoire était-il favorable aux arguments du comité 62 ou plutôt du côté de Prangin-Reste ? Applaudissements, j'aurais dit que c'était 50-50. Ouais, il y a eu des applaudissements des deux côtés, si vous vous rappelez. Par rapport aux applaudissements, j'ai pu ressentir que c'était plutôt mitigé au sein de la salle. Mais par contre, au niveau des interventions, ce sont quand même beaucoup des conseillers communaux qui font partie du comité 62 qui ont pris la parole. D'entrée de jeu, vous avez mis un mot sur cette défiance par rapport au conseil de région de Nyon. C'est la confiance. Et oui, c'est probablement tout qui est là. Il ne faut pas oublier que moi-même, j'ai fait une évolution assez importante. J'étais un fervent défenseur de la collaboration intercommunale, mais je suis aussi très libéral et je suis très attaché au respect des institutions. Quand je me rends compte qu'on enfreint des règles, alors ça peut arriver de temps en temps, mais quand c'est assez systématique, c'est que la construction institutionnelle n'a pas été bien pensée. Et c'est ce que l'on a trouvé en faisant le travail d'examen dans la commission. On a beaucoup entendu dire un problème de confiance et vous, votre contre-argument, c'était de dire attendons, il faut planter d'abord la graine et ensuite les fruits arriveront. Oui, c'est exactement ma vision des choses. C'est effectivement comme ça que je vois les choses. Et puis je vois plutôt ce conseil interrégional comme quelque chose qui simplifie le système et qui nous permet d'évoluer dans quelque chose qui un gain de temps et aussi une économie d'argent. Parce que comme ça, tout est construit et à partir de là, on peut créer des liens qui existent déjà, tandis que si on se referme sur nous-mêmes et qu'on quitte ceci, c'est tous des liens qu'on doit recréer à chaque fois, de l'argent qu'on doit investir à chaque fois. Autre problématique soulevée par le comité 62, c'est ce quatrième échelon, finalement, celui de la région. Alors on se dispute si c'est un quatrième pouvoir ou pas. Moi je trouve aussi que c'est un quatrième pouvoir parce qu'on enlève des prérogatives, on vote des financements et tout. Alors on nous dit mais vous pouvez faire des référendums, c'est vrai, mais après il faut faire 10 000 signatures. Donc je vois mal qu'on récolte 10 000 signatures si Prangin voulait s'opposer à un projet. Et puis, comme je vous dis, on vote, c'est des scores soviétiques, on est 107 délégués et ça vote chaque fois 103, 104 voix. En 3 phrases, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice de débat sur la sortie ou pas de Prangin de région de Nyon ? Alors, de mon point de vue, en 3 phrases, la première, c'est qu'il n'y a pas de déficit législatif, donc les bases sont parfaitement saines. Secondement, il n'y a pas de déficit démocratique non plus, on l'a vu, le conseil régional a toutes les structures nécessaires. Et troisièmement, le conseil régional fonctionne bien et on est en mesure de pouvoir l'améliorer de l'intérieur parce que c'est ce qui s'est passé depuis 15 ans. Plus de 200 personnes ont assisté au débat. Nyon Région Télévision a recueilli les réactions du public avant la votation du 19 mai. Le débat était de bonne tenue, je crois que les gens se sont respectés, c'était une des règles du jeu qu'on avait posées au départ. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la fréquentation et la venue d'un public nombreux.
Je crois que c'est un exemple d'intérêt de la population à l'égard d'un sujet qui est éminemment politique finalement, qui n'est pas forcément d'un impact direct sur leur personne. Mais moi j'ai été impressionné de voir que les gens s'intéressent finalement à la vie publique, à la vie de la région. Et ça c'était pour moi un élément extrêmement positif. Vu de la salle, ce débat est une réussite ou pas? Alors le début était un petit peu laborieux, mais par la suite j'ai l'impression que la salle a quand même été assez convaincue par les arguments du conseil communal et d'Yvan Bussiol. Les arguments de Prangin restent, pour l'instant je les trouve très insipides, il y a très peu de saveur, de couleur, il n'y a pas grand chose, c'est simplement, ça a toujours très bien été, on reste comme ça, c'est mieux de rien changer, on prend aucun risque. Alors que ce n'est pas notre avis de la situation. Est-ce qu'on peut changer d'opinion quand on assiste à un débat comme celui de ce soir? Bon, on en parlait tout à l'heure avec vos collègues journalistes, c'est assez compliqué parce que c'est un débat en tant que tel qui demande une véritable réflexion. On ne peut pas arriver là puis commencer à dire bah oui, non, je ne sais pas. Ça demande une véritable réflexion. Donc je pense qu'en fonction des éléments qui ont été donnés ce soir, on peut avoir une idée assez précise de ce vers quoi on va tendre. Et je trouve que les débats étaient encore une fois de bonne tenue et ils résumaient bien finalement la situation. Je ne suis pas convaincu de l'efficacité du débat de ce soir. Je trouve qu'il a assez mal démarré. Monsieur Bussiol, que je connais très bien, qui est un ami qui fait partie du comité 62, évidemment, a un peu mal démarré. Je ne suis pas sûr qu'on va vraiment avancer avec le débat de ce soir. Pour le moment, je pense vraiment que le vote va être serré et il faut attendre le 19. Qu'est-ce que vous avez retiré de ce débat de ce soir? Moi, ça me semble que c'est un bon exercice démocratique. Ce qui me trouble, c'est pour le futur. C'est-à-dire que la région devrait rassembler alors que là, elle divise. Et suivant le résultat du vote, eh bien, elle va encore plus diviser. J'ai participé au conseil régional à sa naissance. J'ai fait le tour de toutes les communes avec M. Deria quand on avait la DOL à mettre en place. Ce soir, j'entends dire qu'on pourrait refaire la même opération pour chaque projet. C'est mission impossible. C'est le chemin de croix d'aller devant chaque conseil communal, de défendre un projet, de le faire accepter. C'est juste de l'utopie. Finalement, c'est assez sain qu'une commune se pose la question sur son appartenance à Région d'Oignon. Oui, mais comme il est assez sain que le conseil intercommunal prenne son destin en main et qu'au conseil intercommunal, les conseillers intercommunaux débattent, prennent des décisions, s'opposent quand nécessaire à des projets, comme je le fais, comme nous le faisons. Et il n'y a pas... notre destin nous appartient, le destin de la région appartient à Prangin aussi. Et les délégués de Prangin peuvent influer le cours de la région. À Nyon, une opposition signée par 15 personnalités nyonnaises vient gripper le projet de reconstruction du Beau Rivage, actuellement en ruine. On en parle avec nos deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, pour les présentations, Pierre-Alain Couvreux, vous êtes architecte et conseiller communal. Guillaume Métier, vous êtes quant à vous avocat. Vous avez tous deux signé cette opposition. Mais j'aimerais savoir, par rapport aux 15 personnalités nyonnaises, qui sont-elles? Alors, peut-être, il y a évidemment des notables. Il y a des élus, des non-élus, des élus de tous bords, un peu de rouge, des socialistes, des verts, des bleus, des radicaux, des PLR. Donc je ne peux pas forcément vous donner tous les noms. Il y a des personnes qui sont sorties du bois, M. Couvreux, M. Vallen, parce que publiquement, lors des débats au conseil communal, ils se sont interrogés sur l'opportunité de cette reconstruction et sur la qualité de la reconstruction. Les autres, j'ai un devoir déontologique de ne pas forcément dévoiler leur nom. Tout s'est fait un petit peu rapidement lors de cette opposition. Je n'ai pas aujourd'hui l'autorisation de vous donner des noms, mais je ne crois pas que ce soit la préservation d'un anonymat quelconque qui nous anime. Pas du tout. Je ne crois pas d'ailleurs que ces personnes-là souhaitent conserver un anonymat. Elles ne le font pas de manière obscure ou fantomatique. Pas du tout. Alors dans les faits, pourquoi est-ce que vous êtes opposé à la reconstruction du Beau Rivage? Alors attention, nous ne sommes pas opposés à la reconstruction de l'hôtel Beau Rivage. On s'est opposé à la reconstruction telle qu'elle est présentée, c'est-à-dire qu'elle déroge à un certain nombre de règles du règlement de Rives, alors que nous sommes dans un site qui est d'intérêt national au niveau de l'ISOS, et par conséquent, c'est cela qui nous a dérangés. Et en fait,
le plan de quartier de Rives prévoit de protéger l'harmonie du lieu, en particulier préserve la vue depuis la terrasse du château, préserve l'indépendance et la force de la tour César. Or, force est de constater que, contrairement aux gabarits qu'il y avait précédemment, les gabarits sont plus importants, en dérogation vis-à-vis du plan de quartier qui est en vigueur, et ce faisant, ils sont plus hauts avec la corniche côté château que la corniche, enfin le chenot de la tour César. Donc en fait, le rapport est inversé. Donc c'est quand même extrêmement important. En plus, il y aura un mur pignon totalement aveugle vu depuis le château qui sera d'une rare laideur. De surcroît, sur les plans, ils ne l'ont même pas dessiné, c'est-à-dire qu'il faut encore décortiquer les différentes élévations pour arriver à comprendre ce qui va se passer vraiment. Donc on est un peu... Chose qui pour vous, en tant qu'architecte, n'a pas été facile à décortiquer en tant que tel. Non, ça n'a pas été facile, mais on a repris, j'étais d'ailleurs avec Pierre Wallon, on a regardé les choses de près avec les altitudes, les cotes qui sont données sur le plan de quartier pour vérifier tout cela. Donc effectivement, il y a un problème. Pourtant, si on résume la chose de la façon suivante, vous le faites d'ailleurs dans cette opposition, plus d'immeubles, plus de permis, mais j'ai envie de dire aussi du coup plus de reconstruction. Ah si, attention, M. Courvaux l'a dit à l'instant, on n'est pas du tout opposé à la reconstruction. Ce qu'on veut, c'est que ça se fasse dans les règles. Et malheureusement, les règles n'ont pas du tout été suivies au niveau formel et matériel. Je crois que les opposants ont tous à cœur la préservation du patrimoine bâti de la ville de Nyon, bâti ou un peu moins bâti aujourd'hui, un peu effondré. Dans l'état actuel, il est dans les ruines, donc finalement, Absolument. Ça risque de prendre aussi du temps. Vous préférez voir ce bâtiment en l'état actuel en ruine plutôt que de partir sur une reconstruction telle quelle. Attention, on n'assume pas du tout la responsabilité de la béance, de ce trou, de cette dent creuse dans le quartier de Rives. Il aurait suffi pour la société propriétaire de déposer une demande pour un objet conforme au règlement. Il aurait suffi à la municipalité de donner les bons permis et tout se serait arrêté là. On ne serait pas là aujourd'hui. Vous parlez... Je me permets juste de rappeler, c'est que... Alors certes, on pourrait nous reprocher, dire que ça va prendre un peu plus de temps. Mais je vous rappelle juste qu'un bâtiment, il est construit pour 3 générations. Donc si vous tardez 3 mois de plus, même 1 an de plus, mais que vous avez pour 3 générations un bâtiment qui est conforme, qui respecte l'environnement, je pense que vous êtes tout à fait gagnant. À Lausanne, on n'était peut-être pas si content d'avoir le CHUV une fois qu'il est sorti de terre. Parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus la cathédrale, vous voyez que le CHUV quand vous arrivez à Lausanne. Donc si c'est pour voir que le beau rivage et plus le château qui est au-dessus, c'est quand même un peu dommage. Une question un peu provocatrice, permettez-moi, c'est voulu. Vous êtes tous deux enfants de Nyon, vous avez donc grandi avec ce bâtiment. J'ai envie de dire, finalement, avec cette opposition, vous n'avez pas eu peur de perdre des amis, quelque part? Non, je crois qu'il faut... Les amis, il y a les amis. Personnellement, je n'ai rien contre à titre personnel vis-à-vis de Maurice Gué, par exemple, pour dire le citer. C'est 2 choses qui n'ont rien à voir. Non, Maurice Gué, qui est le municipal. Oui, mais pour les propriétaires du bâtiment, là aussi je ne connais pas. Donc il n'y a aucune fronde personnelle ni politique, aucune fronde personnelle ni contre des éventuels municipaux ou chefs de service de l'urbanisme, ni contre la société propriétaire, ni contre leur avocat. On ne les connaît pas. C'est un projet non conforme qui suscite des interrogations, et l'opposition en l'occurrence, rien de plus. Du coup, maintenant que cette opposition est lancée, en termes de calendrier, comment ça va se passer concrètement? Donc, la municipalité, au bout de 30 jours, la municipalité transmet les oppositions au canton. Le canton, à ce moment-là, fait passer là où les oppositions dans tous ses services pour finaliser les rapports des différents services qui feront après l'objet d'une synthèse CAMAC qui sera renvoyée à la commune. Et j'imagine qu'au moment où la CAMAC aura fait son rapport, la municipalité, en prenant connaissance, va à ce moment-là contacter les opposants pour une discussion, puisqu'elle aura d'un côté les éléments, les rapports du canton, et d'un autre côté les oppositions, pour voir qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, si je peux me permettre, la municipalité aura 2 choix, soit de lever l'opposition,
auquel cas les opposants vont se poser la question de savoir si on va de l'avant et si on saisit le tribunal cantonal d'un éventuel recours, soit ils ne lèvent pas l'opposition, et dans ce cas-là, ce sera la société propriétaire peut-être de faire un recours aussi pour faire admettre leur projet. Mais tout, excusez-moi, on ne serait pas là si le projet avait été conforme aux réglementations en vigueur. Et malheureusement, rien n'est conforme. Ouais. Vous refusez aussi le terme fronde politique, pourquoi, Guillaume Ethier? Parce que, enfin, il s'agit de tout sauf d'une fronde politique. S'il y a une fronde, elle est juridique. Ce qui anime les opposants, je l'ai déjà dit, c'est le respect des règles. Les opposants ne sont pas tous des élus. Parmi les élus, il y en a de tous bords politiques, et ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est que le projet soit conforme aux réglementations en vigueur. Malheureusement, on fait le constat aujourd'hui qu'il y a plus de choses non conformes que conformes dans le projet qui a été déposé. Et c'est tout. Pierre-Alain Couvreux, en tant qu'architecte, comment vous l'imaginez, ce bâtiment? Qu'est-ce qui serait souhaitable pour entrer dans le paysage, disons-le comme ça? Ne serait-ce que l'étude des gabarits qui a été faite quand ils ont fait le plan de quartier a été faite pour préserver justement tout l'environnement. Donc en définitive, si on s'en tient aux règlements qui existent, l'environnement sera préservé. Il n'y a pas 36 façons de voir les choses. Et si on s'en tenait par exemple à une reconstruction à l'identique, alors on ne pourrait pas faire grand-chose non plus. C'est-à-dire que si la société propriétaire avait dit on va reconstruire à l'identique, ce qui implique effectivement des coûts supplémentaires et très importants, parce que c'est de l'architecture traditionnelle, c'est de la pierre de taille, c'est du moellon, et dans ce cas-là, il y a plus de coûts, mais on n'aurait rien pu faire. En l'occurrence, ils s'éloignent de l'identique, ils prétendent le faire, mais ils ne le font pas du tout. Oui, je me permets juste de dire qu'à reconstruire à l'identique, ils feront moins de mètres carrés que ce qu'ils envisagent de faire avec ce projet-là. Donc évidemment, ils chercheront peut-être à vouloir pousser un peu plus loin. Pierre-Alain Couvreux, Guillaume Ethier, merci pour ces précisions et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. La cérémonie de la pose de la première pierre de la nouvelle salle du spectacle de l'usine à gaz a eu lieu ce lundi matin à Nyon, une étape importante pour le projet de centre culturel régional dédié aux arts de la scène et aux musiques actuelles. L'inauguration de la salle est prévue pour le printemps 2021, un sujet signé Florian Cavalieri. Claude Uldry, un moment important aujourd'hui puisque c'est la pose, la première pierre de la future salle de l'usine à gaz. Oui, c'est un moment important, tant pour mon service que pour le service de la culture, puisqu'il aura fallu pratiquement 10 ans pour poser cette première pierre et en tout 12 ans pour réaliser le projet. Alors justement, 10 ans entre le moment où on porte un projet et le moment où il se réalise, c'est un temps extrêmement long pour un objet comme celui-là. Oui, c'est juste, ça montre effectivement qu'on n'est pas maître de tous les projets et qu'on doit passer par certaines arcanes, particulièrement des recours en termes de mise à l'enquête. Alors là, c'est la première pierre, mais il reste encore le bâtiment à construire jusqu'au coupé du ruban final. Ça va prendre encore du temps. Est-ce que vous pourriez me résumer les principales phases ? Oui, il va nous rester une bonne année et demie de travaux. On devrait pouvoir remettre le bâtiment aux utilisateurs en septembre-octobre 2020 et une inauguration prévue en 2021, au printemps. Quelles sont les contraintes d'un tel chantier ? Comme vous pouvez le constater, il y a un grand trou, donc il y a beaucoup de travaux spéciaux. C'est une salle qui sera complètement enterrée. N'émergera qu'une partie qui seront des bureaux, mais l'essentiel des travaux se déroule en souterrain. On peut dire ça comme ça. Alors justement, il y aura des correspondances entre le bâtiment actuel et puis le bâtiment que vous allez construire ? Il y aura des liaisons, mais autrement, ce sera surtout les espaces extérieurs qui feront le lien, puisque chaque bâtiment a sa propre entrée. Et ça se jouera donc au niveau de l'aménagement futur. On va complètement bouleverser cet aménagement. Aujourd'hui, vous avez des différences de niveau, des murs, des choses comme ça. Demain, il y aura une grande esplanade qui permettra de relier de manière beaucoup plus simple les différentes entrées. J'imagine que c'est un moment extrêmement important pour la municipale en charge de la culture que vous êtes. Alors très, très important, plein de joie et de fierté que ce projet aille de l'avant. Enfin, il est plus que de l'avant, on voit qu'il est très, très en cours. Et on se réjouit bien sûr après de pouvoir utiliser ces nouvelles salles. Qu'est-ce que cette deuxième salle présentera comme spectacle exactement ? Alors tout n'est évidemment pas encore décidé, mais on part quand même dans la direction d'une salle de théâtre et une salle de musique actuelle, mais avec beaucoup plus de possibilités de spectacle, puisqu'il y aura deux salles. Mais à confirmer, et on doit encore faire des allers-retours avec la municipalité, et même aussi avec la commission des affaires culturelles, le conseil, etc. Il y a un travail qui est en train de se faire maintenant, où la ville a un droit de regard sur le cahier des charges de la future direction, mais effectivement l'employeur de
de la direction est l'association Usine à Gaz. Et c'est eux qui vont mettre au concours le poste et auront la décision finale. C'est l'aboutissement d'un rêve après plus de 10 ans de travail, 10 ans d'espoir, des fois d'incertitude. On y est enfin et c'est un immense plaisir. Alors le contenant est en route, maintenant il reste à parler du contenu et notamment peut-être de la future direction de cette usine à gaz. Quel genre de profil vous voyez pour ce lieu ? Le futur directeur, il faudra la future direction, parce qu'on ne va pas parler de futur directeur, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler, il faudra que la future direction s'inscrive vraiment dans les buts de l'association, c'est-à-dire toujours le soutien à la culture, le soutien à la culture régionale, locale, qu'on puisse avoir toujours autant de spectacles éclectiques, que ce soit en théâtre, cirque, danse, musique, toutes sortes de musique, et puis on se réjouit d'entamer le processus de recherche. On souhaite être le centre culturel entre Genève et Lausanne et s'ouvrir à une population très large. À Trélay, la résidence d'artistes de la Maison Binet se destine à recevoir les créateurs et créatrices de tout horizon culturel. Sur place, ils peuvent bénéficier d'un cadre propice à la création, un projet signé Rodolphe Henner. Bienvenue dans la maison Binet du village de Trélay, chez Nina Rodin, une Danoise touche-à-tout fraîchement débarquée de Londres. Alors ça fait 7 ans que je suis à Trélay. Je suis arrivée directement de Londres, où j'ai fini des études d'art en fait. Et je suis arrivée du centre de Londres au centre de Trélay. Alors la maison Binet est une ancienne maison de maître en fait, qui est en plein centre du village, avec un grand jardin autour que mes amis ont appelé Hyde Park. Et la maison Binet est nommée d'après un compositeur suisse qui habitait ici et qui accueillait aussi à l'époque des artistes, des jeunes musiciens, surtout de l'Europe de l'Est, si j'ai bien compris. Et il les accueillait, leur apprenait la musique et tout. Donc dans la pièce où nous sommes, il y avait son piano en fait à l'époque. Après une première carrière d'astrophysicienne, Nina Rodin a décidé de s'orienter dans les arts. Alors, mon art a commencé avec un intérêt pour les multitudes, pour les grosses foules. Et je pense que, en fait, c'est mon intérêt pour la complexité du cerveau humain qui est à la base de tout ce que je fais visuellement. Donc c'est souvent visuellement très très complexe. Il y a beaucoup d'éléments différents et tous les éléments sont complètement différents les uns des autres. Un univers que la mère de 3 enfants souhaite partager avec d'autres, beaucoup d'autres, car depuis quelques années, des artistes du monde entier viennent, 2 par 2, dans la maison Binet pour des résidences de quelques semaines. On en est à presque 140 artistes à l'heure qu'il est, qui sont passés au dernier étage ici, qui sont venus effectivement de tous les continents du monde. Ils sont venus sans aucun dossier de candidature, donc c'est vraiment du bouche à oreille. C'est ouvert aux premiers venus, c'est complètement gratuit. Les artistes ont un espace dans lequel travailler, ont une chambre, une cuisine à eux, une entrée un peu séparée de la nôtre, une salle de bain, etc. Vous avez bien entendu, Nina Rodin n'opère aucune sélection des artistes conviés à venir humer l'air de Trélay, juste une liste d'attente. Les artistes, à l'heure qu'il est, s'inscrivent à une liste d'attente qui est assez longue. Maintenant, ça peut durer 2 ans avant qu'on leur offre une place. Mais ça, peut-être que ça fait en fait une certaine sélection parce que je finis maintenant par accueillir les gens qui sont vraiment motivés par l'endroit et qui attendent volontiers 2 années d'être invités à venir. Ça veut dire aussi quand les artistes arrivent, moi j'ai très peu de responsabilités. Je ne les ai pas sélectionnés, je ne leur ai pas dit voilà ça c'est un endroit merveilleux pour le type de travail que vous faites. C'est eux qui ont pris cette responsabilité. Ça veut dire aussi qu'au niveau gestion, j'ai très très peu à faire. Ce sont des artistes qui sont très autosuffisants, qui prennent la responsabilité sur eux-mêmes de venir. Et après 7 années passées à accueillir des artistes, la maîtresse des lieux aimerait pousser le concept plus loin. Il y a un bâtiment vide dans le village qui m'intéresse énormément parce que personne ne sait très bien quoi en faire. Je pense que ça serait un lieu idéal pour les résidences et je pense que ça serait quelque chose de très très beau, que le village ait plus accès à ce qui s'est en fait ici dans les 7 années passées. L'artiste de Trélay a entamé des discussions avec la commune pour trouver une solution.
Je leur ai parlé de mon idée et j'espère que 2019 sera l'année où on arrivera à mettre quelque chose en place. Notamment, pour l'instant, ça se passe vraiment dans ma maison, c'est-à-dire que si les gens qui viennent le soir au studio, ils passent devant la chambre à coucher de mes enfants. Et je pense que si c'était un bâtiment dans un lieu un peu plus public, on serait capable de faire beaucoup plus d'échanges entre la population et les artistes. Trélay, village d'artistes, l'avenir le dira. En bref, à Gland, le marché hebdomadaire fait son retour avec un tout nouveau visuel. En voilà de belles carottes. La première a eu lieu ce mercredi 1er mai sous sa forme estivale. Rendez-vous tous les mercredis donc de 16h à 20h. Toujours à Gland, à noter dans votre agenda également la 4e kermesse de Mauvernais, samedi 11 mai, dans le préau de l'école ou dans les salles de gymnastique en cas de mauvais temps. Au programme de la manifestation, des saucisses, des escape games, mais aussi une mini-disco. Du côté de Bursin, plongé dans le monde de l'eau potable avec la journée portes ouvertes organisée par le service intercommunal de distribution d'eau de Rolle et environ le samedi 4 mai de 10h à 16h, et puis de l'eau à boire mais aussi pour barboter, puisqu'Agnon, la piscine de Collovray en plein air ouvre également ce samedi 4 mai. L'entrée sera gratuite pour cette première dans le cadre de la Suisse Bouge. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur NRTV.